riding round United Texas town, about to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls, huh? I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here is time almost every night. But now I might be mistaken. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour la récolte du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Bien, mes chers étudiants, après ce petit passage littéraire dont je vous laisse trouver l'origine et surtout apprécier la force, et du point de vue littéraire et du point de vue de sa signification, nous allons revenir à nos considérations mathématiques. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un sujet de concours. Il s'agit de... alors, je me suis trompé de sujet. Magie. Donc c'est le sujet de 2006 de l'IFSA, qui est donc une école de finance et d'actuariat. Et cette partie-là, en fait c'est une partie de sujet, mais qui correspondait à la plus grosse partie, et dévolue aux fonctions convexes. Alors vous allez voir, c'est un sujet qui n'est pas exceptionnellement dur, mais qui demande quand même de bien maîtriser tout ce qu'on a fait. Et c'est un sujet que je trouve une belle illustration des propriétés que l'on doit connaître. En fait, il s'attaque à la fameuse fonction, sans dire son nom, bien sûr, mais il s'attaque à la fameuse fonction de l'air, gamma, dont nous reparlerons à propos du théorème de Bohr-Mellerup. Bien, alors, on va attaquer tout de suite, on s'intéresse à l'ensemble grand F, cursif, qui est l'ensemble des applications phi, de moins 1 plus l'infini, dans R, qui sont convexes, et qui satisfont l'équation fonctionnelle suivante, quel que soit x strictement supérieur à moins 1, eh bien phi de x plus 1, c'est phi de x plus log de x plus 1. Parfait. Alors on vous demande dans le petit a de montrer que si je me donne x, donc ça c'est mon intervalle i, si je me donne x appartient à i,
et je donne n un entier strictement positif, eh bien j'ai phi de x plus 1 qui vaut... Pardon, j'ai phi de x qui vaut phi de x plus n moins le log du produit x plus 1, x plus 2 jusqu'à x plus n. Bon, bah ça, c'est très simple, ça se montre par récurrence. Comment ça, n égale 1? Eh bien, n égale 1, que dit la chose? Elle dit que phi de x, c'est phi de x plus 1. Moins, bah là j'ai n égale 1, donc moins log de x plus 1. Bah, c'est exactement l'équation fonctionnelle qui est là. Donc pour n égale 1, c'est vrai. Donc supposons la propriété vraie pour n supérieur ou égal à 1. Et donc bah, je regarde ce qui se passe en n plus 1 et je regarde ce que c'est que phi de xn plus 1. Bah là je vais utiliser mon équation fonctionnelle mais en changeant x en n plus 1. Donc ça vaut phi de x en x plus n, pardon. Donc ça vaut phi de x plus n plus log de x plus n plus 1. Ben après, il suffit de remplacer phi de x plus n par l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est phi de x plus log de x plus 1 jusqu'à x plus n. Et vous voyez que il faut que je rajoute le dernier terme qui est apparu. Et en utilisant la propriété de morphisme du logarithme, bien, je trouve finalement que ça fait bien le produit jusqu'à n plus 1 ce coup-ci. Donc qui est, après j'ai plus qu'à passer cette quantité-là de l'autre côté pour obtenir l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Ok, donc ça, pas grande difficulté. Alors, petit b, on vous demande de montrer que log de x est égal à phi de x moins phi de x moins 1, qui est inférieur à la dérivée gauche en x, qui est inférieur à la dérivée droite en x, qui est inférieur à phi de x plus 1 moins phi de x, et qui est égal à log de x plus 1. Bien, et ça pour x strictement supérieur à 0. Pourquoi 0 et pas moins 1? Parce qu'ici, vous avez x moins 1. Et il faut qu'on reste sur i. Bien, alors l'astuce. Alors les égalités, on commence par le plus simple. Les égalités, bah, elles sont évidentes. Hein. Elles viennent juste de l'équation fonctionnelle ici. Ici, vous allez remplacer x par x moins 1. Et puis ici, vous allez carrément directement prendre l'équation fonctionnelle. Donc les égalités, ça c'est évident. Les inégalités, alors on rappelle que une fonction convexe, hein, c'est le cas, phi est convexe, est dérivable à droite et dérivable à gauche, et on sait que l'inégalité des pentes vous donne une propriété sur les dérivées droite et dérivées gauche. En fait ici il suffit juste de diviser par 1 et d'écrire intelligemment 1, pardon, sous la forme x moins x moins 1 et x plus 1 moins x, de sorte que, eh bien ici vous avez un taux de variation, vous voyez, vous avez votre fonction, vous avez x ici, vous avez x plus 1, et ici x moins 1. Et bien ici vous avez cette pente-là, qui est inférieure à la dérivée gauche, et qui est la dérivée droite est inférieure à cette pente-là. C'est donc immédiatement l'inégalité des pentes, plus exactement la conséquence de l'inégalité des pentes. Donc ça, c'est un théorème qui est dans le cours. Donc à nouveau, là, sur cette question, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors en déduire, le petit c, en déduire que la limite, en plus l'infini, de phi' de droite moins phi' de gauche existe, et
On doit savoir ce que ça vaut. Je vous rappelle que la plus grosse difficulté, c'est généralement montrer que les limites existent. Hein. Alors là, bon, on va utiliser un théorème d'encadrement. Phi prime droite est supérieur à phi prime gauche, donc j'ai 0 qui est inférieur ou égal à phi prime droite de x moins phi prime gauche. Mais maintenant, si vous utilisez le fait que phi prime gauche est plus petit que log de x et que phi prime droite est plus petit, phi prime gauche est plus grand que log de x, pardon, et phi prime droite est plus petit que log de x plus 1, bien vous voyez que ça va impliquer que c'est inférieur à log de x plus 1 moins log de x. Seulement log de x plus 1 moins log de x, c'est log de 1 plus 1 sur x. Et qu'est-ce qui arrive à ce log quand x tend vers l'infini? Ben, ça tend vers log 1, c'est-à-dire vers 0. Et donc du coup, eh bien oui, la limite existe, c'est une conséquence du théorème des gendarmes, et cette limite, on peut dire un peu mieux, elle vaut 0. Prouver finalement que d est dérivable, phi pardon est dérivable, eh bien là, c'est-à-dire, vu que les dérivées droite et gauche existent, ça revient juste à dire qu'elles sont égales. Eh bien là, on va utiliser tout bonnement, on va fixer x. Je prends x appartient à i, fixé. Et puis je vais utiliser l'équation que j'ai obtenue ici. Voilà. Et ça, bah, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler... allez, psi. Alors, c'est une fonction qui dépend de n. Hein, celle-là. Donc, je vais l'appeler psi de n. Et donc, on a montré que, quel que soit n strictement supérieur à 0, eh bien, j'ai phi de x qui est égal à phi de x plus n, moins, alors je l'ai appelé psi, psi indice n de x. Bon. Ben c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que ça c'est dérivable à droite et à gauche, x donne x plus n c'est dérivable, donc ça c'est dérivable à droite et à gauche, et ensuite psi, ben, c'est une belle fonction usuelle qui est dérivable. Donc si elle est dérivable, elle est en particulier dérivable à droite et à gauche, et ces dérivées de droite et gauche sont égales. Donc je peux, par linéarité, dériver pardon, à gauche et à droite, et j'obtiens, donc là c'est la dérivée tout court, et je fais la même chose avec quoi? Eh bien avec la dérivée droite. Ben après il ne me reste plus que à faire la différence, et je vois que phi prime droite de x moins phi prime droite phi prime gauche de x, c'est égal à phi prime droite de x plus n moins phi prime gauche de x plus n, et ce, quel que soit n. Ben, c'est formidable, ça c'est une constante, hein. X est fixé, ce qui varie là-dedans c'est n, donc quand je fais tendre n vers l'infini, ben, j'obtiens toujours la même chose. Et là, bah, quand je fais tendre n vers l'infini, bien x plus n tend vers l'infini. Alors j'ai montré à la question précédente que cette fonction elle tendait vers 0. Donc ma constante tend vers 0, bah, elle vaut 0. Donc ça implique que phi prime d de x égale phi prime g de x, ce qui implique que phi dérivable. Voilà pour la partie A, qui a été torchée rapidement. On dit bravo. Le but de cette partie était de montrer que des fonctions convexes qui satisfont cette équation fonctionnelle est nécessairement dérivable. Bien, on passe à la partie B. Alors, la partie B, on considère la fonction, pour n donné, la fonction un de x, qui vaut x log de 1 plus 1 sur n, moins log de 1 plus x sur n. Bien. Et on va s'intéresser à la série générale de ce terme-là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que, avant de continuer, c'est qu'on va faire une petite étude quand on va fixer x, et on va regarder ce qui se passe quand n tend vers l'infini.
Alors quand n tend vers l'infini, eh bien 1 sur n c'est un infiniment petit, et x sur n c'est un infiniment petit aussi. Et je connais un développement limité de ça, donc je peux écrire un de x comme étant x. Je vais faire un développement limité à l'ordre 2. Développement limité de log de 1 plus u, c'est u moins u2 sur 2 plus petit o de u2. Donc ça me fait 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n carré moins, bien là aussi je peux faire un développement limité à l'ordre 2, moins, alors ça va me faire x sur n plus le carré de ça divisé par 2, donc x2 sur 2n carré plus petit o de x2 sur n carré. Alors, attention, pour pouvoir écrire ça, il faut que x soit différent de 0. Parce que si x égale 0, ça n'a aucun sens de dire que vous êtes un petit o de la fonction nulle. Il n'y a qu'une seule fonction qui est un petit o de la fonction nulle, c'est la fonction qui est localement nulle. Donc du coup, ici, on a implicitement supposé que x était différent de 0 pour écrire ça. Bien, bah maintenant j'ai plus qu'à développer. Hein. Les développements limités sont des vraies égalités. Donc ça me fait x sur n moins x sur 2n carré plus petit o de x sur n carré, il va être là. Donc j'ai un moins x sur n plus x2 sur 2n carré plus petit o de x sur n carré. Mais x étant non nul, c'est tout simplement un petit o de 1 sur n carré. Et là, vous voyez que le miracle de la science se produit, les x sur n disparaissent, et donc, eh bien, je peux affirmer que ça, c'est égal à x2 moins x sur 2n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait ce petit calcul? Eh bien, c'est pour aborder la question 1. On vous demande de montrer que la série des UN converge, qu'elle converge simplement. Non, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Converge simplement. Bien, vous venez de montrer que... Alors, on va regarder ce qui se passe. Si x égale 0, eh bien, si x égale 0, eh bien... Alors oui, une chose que j'ai pas faite, il est bon de le faire, j'ai pris... j'ai pas discuté la définition. Ici, x appartient à moins 1 plus infini. Bon, là, il n'y a pas de problème. Ici, il faut juste vérifier que ça, c'est strictement positif. Bien, vous voyez que si x est plus grand que moins 1, eh bien, ça n'a aucune chance de s'annuler, puisque n va être plus grand que 1. Ah, ok, donc la série, la suite a bien un sens. Maintenant, regardons la série, en 0, vous voyez que un de 0, ça vaut tout simplement 0. Donc la série des un de 0 converge, donc la convergence simple en 0. Et si x est différent de 0, bien on vient de calculer un équivalent. Plus ou moins développement limité même, plus qu'un équivalent. Bien, et vous voyez qu'ici, hein, la convergence simple c'est fixer x. Vous voyez qu'ici, si x est différent de 1, eh bien un de x est équivalent à une constante sur n carré. Et si x égale 1, c'est encore mieux, c'est que c'est un petit o de 1 sur n carré. Donc les séries de Riemann, plus les théorèmes comparaison, montre que la somme des un de x converge, et ce pour tout x. Fort bien. Donc du coup, ça a bien un sens de parler de la limite. Alors, on introduit notation S indice n, c'est la somme partielle de cette série. Ok, donc K égale 1 à n de UKX, et je vais noter S, la série. Limite, la fonction limite. Donc ça tend en n vers une certaine fonction s de x, et c'est celle-là qui va nous intéresser. Ok, alors on vous demande de montrer que pour tout x supérieur à
à 1 et pour tout n supérieur à moins 1 et pour tout n supérieur à 1, eh bien la somme partielle, c'est log de n factoriel plus x log de n plus 1, moins la somme des logs de x plus k. Et fort bien. Alors comment montre-t-on ça? Certainement par récurrence. On va commencer, puisque la suite Sn elle est définie à partir de n égale 1, on va commencer par S1. Qu'est-ce que c'est que S1? Bien, S1 c'est tout simplement U1 de x. Et qu'est-ce que c'est que U1 de x? Eh bien, U1 de x, c'est x ln de 2 moins log de x plus 1. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là pour n égale 1? Bien, 1 factoriel c'est 1, log de 1 c'est 0. Ici, je vais avoir x log de 1 plus 1, log de 2. Moins, donc k égale 1 à 1, j'ai qu'un seul terme, et le terme c'est x plus 1. Donc, il y a bien égalité pour n égale 1. Bien, on suppose que la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 1. Alors, au rang n plus 1, mais qu'est-ce que c'est que Sn plus 1 de x? Bien, par définition, ce qui est la somme partielle, c'est tout simplement Sn de x plus Un plus 1 de x. Et là, je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. Ça, par hypothèse, c'est log de n factoriel plus l'x log de n plus 1 moins la somme des log de x plus k pour k égale 1 à n. Plus, et bien plus quoi? Et bien plus x, Un plus 1, c'est x log de 1 plus 1 sur n plus 1, moins log de 1 plus x sur n plus 1. Bien, alors pour retomber sur nos pieds, il suffit de trafiquer un petit peu les choses, parce que pas grand chose. En fait, je vais le faire là. Ça, je peux l'écrire, si je réduis le nominateur, ça me fait n plus 1 plus 1, ça me fait n plus 2, donc ça c'est log de n plus 2 sur n plus 1. Oui. Et je vais faire la même chose ici. Si je réduis au même dénominateur, eh bien, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens log de x plus n plus 1. Sur n plus 1. Donc j'ai un signe moins. Et là j'ai un x. Formidable. Formidable. Absolument. Puisque maintenant j'ai plus qu'à utiliser que le log d'un rapport, c'est la différence des logs. Donc ça va valoir log de n factoriel plus x log de n plus 1. Je vais écrire ma somme à la fin, je vais passer directement là, plus x log de n plus 2, moins x log de n plus 1, et là je fais la même chose, moins par moins ça fait plus, donc plus log de n plus 1, moins log de x plus n plus 1, et puis je rajoute ma petite somme que je n'ai pas prise en compte. Voilà. Et là, devant vos yeux émerveillés, à nouveau, le miracle de la science se produit. Ça se simplifie. Et log de n factoriel plus log de n plus 1, c'est log de n plus 1 fois n factoriel. Mais n plus 1 fois n factoriel, ce n'est rien d'autre que n plus 1 factoriel. Il va me rester plus x log de n plus 2. Donc là, j'ai tué ça. Et puis, il reste ça. Mais vous voyez que si je prends l'indice n plus 1 dans cette somme, c'est exactement ça. Donc ça me fait bien la somme de k égale 1 à n plus 1 de log de x plus k. Bien, conclusion des courses, la propriété a été démontrée par récurrence. Alors, en déduire que les fonctions
en déduire que les fonctions Sn sont convexes, bah ça c'est facile. Ce que je sais, c'est que... Donc je vais reprendre mon expression qui est là. Ce que je sais, c'est que ça c'est une constante, donc c'est convexe. Ça c'est une droite affine, donc c'est convexe. Chaque log ici est concave. Ouais, il suffit d'y arriver. Donc l'opposé d'une fonction concave, c'est convexe. Donc chaque moins log de x plus k est convexe. Et donc Sn, c'est une somme de fonctions convexes. Conclusion, bah, Sn est convexe. Et ensuite, en déduire que S est convexe aussi, bah là je vous renvoie à l'exercice que j'ai fait l'autre jour. Une suite de fonctions convexes qui convergent simplement à une limite qui est une fonction convexe. C'était un petit lemme qu'on avait établi dans un exercice. Donc je ne m'étends pas plus, c'est juste cette application. Bien, alors on vous demande après de montrer que S est un élément de mon ensemble grand F qui appartient dans la partie 1. Alors, on récapitule. S, ça va bien de moins 1 plus l'infini dans R. Oui. S est bien convexe, on vient de le prouver. Oui. Et donc, la seule chose à démontrer, c'est de vérifier que l'équation fonctionnelle est vérifiée. C'est-à-dire, autrement dit, il faut vérifier que S de x plus 1, c'est bien S de x plus log de x plus 1. Bien, et S, on sait que c'est la limite des Sn, et on va regarder ce que cette équation fonctionnelle donne sur Sn. Alors, Sn plus 1, non, Sn de x plus 1, pardon, c'est log de n factoriel, ça c'est une constante, ça ne change pas, plus, alors, x plus 1, donc plus x log de n plus 1, plus n plus 1, log de n plus 1, pardon, oui, moins le log de k égale 1 à n de log de x plus 1 plus k. Mais vous voyez que avoir ajouté 1 ici, ça revient juste à décaler cette somme de 1. Et donc ça me fait... Alors, bru, est-ce que c'est un plus? Oui, c'est un plus ici. Alors ça me fait log de n factoriel plus x log de n plus 1 plus log de n plus 1 moins la somme de k égale 2 à n plus 1 de log de x plus k. Oui. Ok, alors je vais essayer de trouver maintenant une écriture avec Sn de x. Bien, Sn de x, c'est presque ça. Hein. Sn de x, j'ai la bonne constante, la bonne droite affine, mais c'est pas tout à fait la même chose avec la somme. Donc Sn de x par rapport, donc j'ai un log de n plus 1, j'y touche pas, j'ai juste le début qui est bon, et puis là, eh bien vous voyez que il me manque le terme k égale 1, et j'ai le terme n plus 1 qui est en trop. Donc, pour retrouver Sn, il faut que je retire le premier terme, c'est-à-dire moins log de x plus 1, et il faut que je rajoute le terme en trop. Alors pardon, c'est un plus parce que j'ai un signe. Voilà, donc moins log de n plus 1 plus x. Et puis j'ai ce petit paramètre qu'il ne faut pas oublier. Lui. Ok. Donc la question, c'est est-ce que Sn est dans F? Certainement pas. Vous voyez qu'ici j'ai un terme parasite. Par contre, ce terme parasite, eh bien, il a une propriété qui m'intéresse. C'est que je peux le réécrire sous la forme log de n plus 1 sur
n plus 1 plus x. Voilà, plus. Et eh bien, regardez ce qui se produit. Quand n, donc ça c'est Sn plus 1 qu'il faut ça, S de x plus 1, pardon. Quand n tend vers l'infini, bien, convergence ponctuelle, ça tend vers S de x plus 1. Ça tend vers S de x. Bien, ça c'est une constante. Donc c'est en n, la limite. X plus 1. Et puis ça, eh bien, vous voyez que n plus 1 sur n plus 1 plus x va tendre vers 1. Donc ça tend vers 0. Parce que je prends le log. Et donc vous voyez que par passage à la limite, eh bien, S satisfait bien mon équation fonctionnelle. Je viens donc de montrer que... je viens de montrer que la fonction S est élément de ma partie f introduite dans la partie A. Bien, ensuite on va établir une propriété asymptotique. Bien, on vous suggère de, petit 4, on vous suggère de considérer la quantité S de x plus n moins x ln de n plus 1 et oui, moins log de n factoriel. Très bien. On sait que S appartient à f cursif, et on a montré dans la partie A, question petit a, que du coup, S de x plus n, c'était égal à S de x, plus le logarithme de ce produit, mais le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 n, de log de x plus k. Oui, bien, eh bien, il suffit maintenant de revenir à la fonction Sn de x. J'ai Sn de x plus, et où est-ce que je suis? Non, remarquez, pour que ce soit plus propre, je vais passer ça de l'autre côté. Donc j'ai S de x plus n moins x log de n plus 1 moins ln de n factoriel, qui est très précisément égal à S de x. Oui. D'ailleurs, alors pour être encore plus joli, regardez ce que je vais faire, plutôt que faire un passage à la limite, je vais écrire que c'est S de x moins Sn de x plus Sn de x. Oh, c'est beau. Donc plus, vous voyez, j'ai ajouté et soustrait. Voilà, ça c'est pédagogie. Bravo, professeur Maubru. K égale 1 à n de log de x plus k. Donc là, c'est pour cette partie-là. Puis comme j'ai retiré ça, ben, je retire moins x log de n plus 1 moins log de n factoriel. Seulement, qu'est-ce que c'est que Sn? Ben, c'est précisément l'opposé de ça. Donc ça vaut... Ça vaut 0. C'est formidable. C'est-à-dire que cette quantité, ben, c'est S de x moins Sn de x. Et que se passe-t-il quand n tend vers l'infini? Ben, par définition, la suite des sommes partielles tend vers la limite. Donc ça tombe bien vers 0. Voilà. Alors, on va s'intéresser à deux formes de réciproques maintenant. On va regarder les équations fonctionnelles
qui satisfont les fonctions qui satisfont l'équation fonctionnelle sans hypothèse de convexité, mais pour lesquelles on exige que cette conséquence qu'on vient d'écrire, le petit 4, soit vérifiée. Donc, on suppose que f va de moins 1 plus l'infini en R, et on suppose que f de x plus 1 soit égal, donc quel que soit x strictement supérieur à moins 1, f de x plus 1 soit égal à f de x plus log de x plus 1, et on suppose que la limite en n de f de x plus n moins x ln de n plus 1 moins log de n factoriel, pardon, va y 0. C'est-à-dire que le comportement asymptotique en n est donné. Ok. Alors, on vous demande de montrer que f égale s, et on vous suggère d'exprimer f de x plus n en fonction de f de x. Bien, bah, c'est exactement le même calcul que ce qu'on avait fait à la question A. En fait, j'ai f de x plus n, voilà, f de x plus n qui est très précisément égal à, je vais repomper, là, f de x plus cette somme, et où est-ce que je suis, et voilà, plus le logarithme du produit. Le logarithme du produit, c'est la somme des logs de x plus k pour k égale 1 à n. Bien, alors une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout, en fait. Ce qu'on a montré, alors ce qu'on sait aussi, c'est que Sn plus S de x plus n, pardon, satisfait la même propriété, puisque S est un élément de F. Oui. Oui, en fait, je pourrais peut-être... non, je ne vais pas m'embêter avec ça. Log de x plus k. Et bien maintenant, je fais la différence. Oui, donc je n'ai pas besoin de cette deuxième équation. En fait, il suffit de soustraire Sn de x de chaque côté. Oui, je vais le mettre comme ça. K égale 1 à n, mais Sn de x, j'ai son expression. Ça vaut exactement f de x plus n moins log de n factoriel moins x log de n plus 1 moins par moins plus somme des log de x plus k. Cette chose, c'est ça. Bien, vous voyez que les termes ici se tuent. Et donc, j'ai f de x moins Sn de x qui est égal à f de x plus n moins log de n factoriel moins x log de n plus 1. Oui, mais quelle est l'hypothèse faite dans cette première réciproque? Bien, l'hypothèse, c'est que cette quantité-là tend vers 0 en n. Donc celle-là tend vers 0, mais ça tend vers f de x moins s de x, qui va donc valoir 0, et donc vous avez montré que ponctuellement, s de x égale f de x. Donc en fait, ce qu'on vient de montrer, c'est que il existe une seule application de moins 1 plus l'infini vérifiant cette équation-là, et cette propriété asymptotique. D'accord ? Bien, la réciproque 2 maintenant, allez hop, à l'attaque. Alors, on suppose maintenant que f est un
élément de f, donc ça vérifie cette équation fonctionnelle, mais on ne sait pas bien ce qui se passe en l'infini. Par contre, vous la supposez convexe. Ça, c'est l'hypothèse. Et ensuite, vous rajoutez la condition qu'elle s'annule en 0. Bien. Et on vous suggère de considérer la fonction d égale f moins s. Oui. Alors, on vous propose de montrer qu'elle est impériodique. Donc ça, c'est pour x strictement supérieur à 1, c'est-à-dire on vous suggère de regarder la quantité d de x plus 1 moins d de x et de montrer qu'elle est tout le temps nulle. Ben, ça, c'est f de x plus 1 moins f de x, moins s de x plus 1 moins s de x. Ben oui, mais ça, parce que f satisfait l'équation fonctionnelle, de même que s, ben ça, c'est log de x plus 1. Et puis ça, c'est log de x plus 1. En fait, on vient de montrer une propriété plus générale, là, c'est que dès que vous prenez deux éléments dans l'ensemble grand F, leur différence est toujours une fonction impériodique. Là, la seule chose qu'on a utilisée, c'est que f et s satisfont l'équation fonctionnelle. Ok. Alors, petit b, là on fait de l'analyse un peu plus fine, c'est plus intéressant. On se donne un entier supérieur ou égal à 0, et on se donne un réel dans l'intervalle n plus 1. Formidable. On vous demande de montrer que f' de n. Alors, on va peut-être déjà rappeler pourquoi on peut écrire f', c'est l'objet de la partie A. C'est-à-dire que les éléments de la famille de l'ensemble grand F sont toujours dérivables. Donc ça a bien un sens de considérer ça. Comme la fonction est convexe, bah, on sait qu'elle est croissante, donc cette première inégalité, elle n'est pas très compliquée. La deuxième non plus, c'est juste la croissance de votre fonction. Et c'est là, ça c'est éventuellement la dernière chose à vérifier, mais ça non plus, c'est pas hyper compliqué. Pourquoi? Donc ça c'est clair, hein, c'est la croissance de la fonction f'. Et ça, bien c'est tout simplement, je vous rappelle que f de x plus 1 égale f de x plus log de x plus 1. Et bien tout est dérivable là-dedans. Si je dérive, j'ai donc f' de x plus 1 qui est égal à f' de x, plus la dérivée 1 sur x plus 1. Et donc cette égalité, bah, c'est juste l'application en x égale n. Donc la première inégalité, elle est très claire. La deuxième, bah, c'est exactement la même propriété. On utilise juste le fait que s est un élément de f, donc ça, pas la peine de l'écrire. Et enfin la dernière, eh bien la dernière, elle est consécutive des deux autres. Qu'est-ce que c'est que d' de n, d' de x, pardon, c'est, où est-ce que je suis, c'est f moins d, donc c'est f' de x moins s' de x. Mais f' de x, vous l'avez coincé entre f' de n et f' de n plus 1, qui est égal à f' de n plus 1 sur n plus 1, et moins s', j'en profite pour bien présenter les choses, moins s', c'est plus petit que, moins s' de x est plus petit que moins s' de n, et qui est plus grand que moins s' de n plus 1, qui est égal à moins s' de n, moins 1 sur n plus 1. Bien, et si je fais la somme des deux, eh bien, je vois que la somme des deux, ça va me donner d'. J'ai donc d' de x qui est coincé entre, alors, eh bien, je fais la somme de ces deux choses-là, ça me fait bien d' de n, moins 1 sur n plus 1. Et si je fais la somme de ces deux choses-là, ça me fait bien d' de n, plus 1 sur n plus 1. Voilà, donc les deux premières, c'est une conséquence de l'équation fonctionnelle. La deuxième, bah, c'est tout simplement la différence des deux inégalités trouvées. Alors, en déduire que d est identiquement nul,
Et donc que f égale s, quand même un joli résultat, hein. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule fonction convexe qui vérifie, il n'y a qu'une seule fonction convexe qui satisfait cette équation fonctionnelle et qui vaut 0, 0. Voilà ce qu'on est en train de montrer. Alors pourquoi? Eh bien là aussi il s'agit d'un passage à la limite. Quand n tend vers l'infini, alors de cette inégalité, vous voyez, si je retire je vais y arriver, donc je fixe x, si je retire de chaque côté d' de n, vous voyez que d' de x moins d' de n est coincé entre moins 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 1. Seulement ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Conclusion, cette suite-là, elle tend vers 0. C'est-à-dire, autrement dit, la limite en n de d' de n, elle vaut d' de x, quel que soit x. Vous voyez que ça, c'est possible qu'à une seule condition, c'est que d' égale constante. Autrement dit, ça implique que d de x, si d' égale constante, c'est une droite affine, ax plus b, avec a et b qui appartiennent à R, nécessairement. Donc ça, c'est une condition nécessaire, et maintenant, on va essayer de regarder ce que ça implique sur A et B, mais vous avez montré à la question petit a que la fonction est 1 périodique. Donc la seule solution pour que ça soit 1 périodique, c'est que donc D est 1 périodique. Une droite affine, ça ne l'est jamais, sauf quand elle est constante. Donc ça implique que A égale 0. Mais enfin, vous avez D de 0 égale 0. Donc ça implique que B égale 0. Et donc, finalement, D est nul. Et ça implique que F égale S. Bon, on a deux jolies applications. Ok. La partie 7 m'a laissé extrêmement dubitatif. Notamment, alors tout ce qui est écrit est juste, ça je ne conteste pas, mais l'indication qui est donnée ici montre que à mon sens, le concepteur a commis une erreur. C'est-à-dire que cette propriété, notamment la propriété B, qui pose pas mal de problèmes, c'est pas évident à montrer, ça. Je vais donner quelques indications, mais à mon avis, le concepteur du sujet ne s'est pas rendu compte. Il argue de la convexité de T d'un T puissance X. On va voir que c'est un peu plus subtil. Enfin, tout est vrai, tout ce qui est écrit est vrai, mais je pense que vu le niveau du sujet, pour aborder cette question B, il faut avoir une connaissance bien plus poussée de la log convexité, et qui n'était pas rappelée dans l'énoncé. Donc je me dis que l'indication, il n'y a rien à voir en fait. Pour montrer ça, on ne va pas s'en sortir. Bon. Alors, juste pour déflorer le sujet, soit... je suis en train de réfléchir, puisqu'on va faire l'exercice sur gamma et le théorème de Bohr-Rollmup. Rollmup. Voilà. Et ça, on regardera ça en détail. Donc, c'est peut-être pas la peine que je fasse cette partie 7, surtout que je vous dis, écrit comme ça l'est, bon, ça me pose un petit problème. Je vois pas... Alors, si quelqu'un voit comment, de manière élémentaire, on peut montrer la log convexité de la fonction de l'air, je suis preneur. C'est-à-dire, de manière élémentaire, c'est qu'il n'utilise rien d'autre que ce qui est présent dans cet énoncé. Peut-être que j'ai raté quelque chose, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu rater, je ne sais pas, vous me direz. Bon, donc moi, ce que je vous propose, mes chers étudiants, c'est, je ne l'ai pas encore enregistré, mais je vais le faire très prochainement, allez voir la vidéo sur Bohr-Rollmup. Et ensuite, revenez là pour comprendre, on va montrer toutes ces choses, et revenez là pour comprendre
ce qu'on utilise pour montrer que log de h de x est convexe. Voilà, c'est un sujet qui est tout à fait honorable, hein. Vous voyez, il y a des petites questions fines d'analyse, il y en avait là. Ceci dit, à nouveau, c'est pas très violent, hein. Le contenu mathématique n'est pas hyper violent. On vous demande juste de maîtriser les bases de l'analyse convexe, l'analyse des fonctions convexes, à savoir, il fallait savoir qu'une fonction convexe est dérivable à droite, dérivable à gauche, et puis quelques propriétés de passage à la limite. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, je vous dis à très bientôt, et pour la fonction gamma d'Euler, et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie, jeunes hommes, damoiseaux, damoiselles, de faire ce que vous voulez, après tout, on s'en fout complètement. Voilà.